Donc, je vais vous parler donc d'EndoPredict, des dernières actualités. On va refaire un petit récap quand même sur toutes les études, mes liens d'intérêt. Donc, juste pour rappel, qu'est-ce qu'EndoPredict? C'est un texte d'expression 12 gènes visant à prédire le risque de récidive à distance et le bénéfice absolu d'une chimiothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein primitif RE+, HER2-. Il a été développé pour cette population cible, donc cancer infiltrant RO+, HER2-, avec ou sans envahissement ganglionnaire. Et il combine les caractéristiques moléculaires de l'expression génique aux caractéristiques cliniques principales qui sont la taille de la tumeur et le statut ganglionnaire pour combiner ces caractéristiques dans un score qui s'appelle EP-Clean avec deux catégories de risque, un risque élevé et risque faible. Ce test est un test décentralisé qui peut donc être réalisé dans un laboratoire local ou un laboratoire de référence. Donc, la sélection de 12 gènes a été faite dans un échantillon de 964 tumeurs, 3 gènes cibles associés à la prolifération cellulaire et 5 gènes des voies de signalisation des récepteurs hormonaux. Comment le risque de récidive est-il calculé? Je vous fais grâce de la pondération et de l'équation, mais combine donc la biologie tumorale, donc avec le score moléculaire des 12 gènes et les paramètres cliniques, taille de la tumeur, statut ganglionnaire. Et vous voyez ici, en fonction de l'EP-Clean, du score EP-Clean, le risque de récidive à distance à 10 ans. Et on a un cut-off qui est resté inchangé depuis le développement du test, qui est à 3,33. En dessous de ce score, donc c'est risque faible et au-dessus, risque élevé. Donc, les premières études de validation sont les études du groupe autrichien ABCSG6 et 8, le GCAM et le Transattack, qui concernaient donc des patientes RO+, HER2-, on ne le redira plus, indépendamment du statut ganglionnaire, puisque dans ces études, il y avait des patientes N0 et N+, qui recevaient comme traitement principalement de l'hormonothérapie, sauf l'étude GCAM où il y avait une association avec une chimiothérapie, et avec des statuts ménopausiques aussi différents, puisqu'on pouvait avoir dans ces études des patientes ménopausées ou non ménopausées. Pour toutes ces études de validation, le risque à 10 ans de métastase à distance chez les patientes ayant un score EP-Clean faible était entre 4 et 6%, donc une valeur pronostique validée dans ces études rétrospectives. Donc, ces résultats de validation, vous voyez que sur les études Transattack et ABCSGS, les patientes étaient donc ménopausées pour toutes ces études, soit N+, soit N0, il y avait les deux populations et elles recevaient 5 ans d'hormonothérapie seules avec des bras tamoxifène et bras tamoxifène plus inhibiteurs d'aromatase sont les études historiques. Et donc, chez ces patientes, on voit que il y avait une prédiction fiable et constante du risque de récidive à distance à 10 ans, avec un risque de récidive autour de 4 à 6% pour les patientes ayant un EP-Clean faible et des risques de récidive entre 22 et 28% pour les patientes ayant un EP-Clean élevé. Pour l'étude GCAM, qui est une étude réalisée chez des patientes N+, indépendamment du statut ménopausique, qui recevaient chimiothérapie et 5 ans d'hormonothérapie. Cette étude était une étude randomisée sur la chimiothérapie avec un bras de patientes qui recevaient du FEC et un bras qui recevait du FEC et du paclitaxel. Et l'EndoPredict a été réalisé en rétrospectif. Et on voit sur cette étude que chez les patientes N+, il y avait une prédiction fiable et constante du risque à 10 ans avec un risque de récidive faible chez les patientes ayant un EP-Clean faible. Donc, une fois qu'on a vu ces études de validation, aujourd'hui, quelles sont les performances du test en fonction du statut ménopausique? Et on verra ensuite les performances du test en fonction du statut ganglionnaire. Donc, en fonction du statut ménopausique, je vous remets cette étude donc, qui concernait des patientes pré- et post- pré- et post-ménopause,
qui recevaient de la chimiothérapie avec une prédiction donc du risque à 10 ans fiable et constante avec un risque faible pour les patientes ayant un EP clean faible, indépendamment du statut ménopausique. Et puis on a cette étude récente qui est parue en 2022, donc de Constantinidou, qui s'intéresse aux femmes préménopausées. Donc c'est une étude de cohorte concernant 385 femmes préménopausées atteintes d'un cancer du sein RO+, HER2-, PN0N1 et avec des tumeurs T1 à T3 qui ont reçu une hormonothérapie seule pendant 5 ans et elles ont été testées les échantillons ont été testés rétrospectivement avec EndoPredict. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'association entre l'EP Clean score et le risque de récidive à 10 ans, donc chez des patientes préménopausées. Donc on a sur cette étude un suivi médian à 9,7 ans. L'âge médian était de 46 ans, donc des patientes préménopausées, on l'a dit. Une des tumeurs plutôt petites. Et avec 83% de patientes N0 et 16% de patientes N+. 64% de ces patients dans ce groupe avaient un risque EP clean faible. Et à noter que 55% des patientes recevaient, en plus de l'hormonothérapie, une suppression de la fonction ovarienne. Donc, dans cette étude, sur l'analyse multivariée, l'EP Clean Score et toutes les composantes de l'EP Clean Score étaient les seuls facteurs pronostiques indépendants, donc en analyse multivariée, sur le risque de récidive à distance. Donc dans ces cas, sur la survie sans récidive à distance, vous voyez que le groupe à faible risque avec un EP clean faible présentait un taux de récidive à distance à 3%, alors que le groupe à haut risque, donc EP clean élevé, présentait un risque de récidive à 10 ans à 24%. Les deux populations, enfin toutes les patientes n'ont eu que de l'hormonothérapie, je le rappelle, dans cette étude. Et en fonction du statut ganglionnaire, chez les patientes N-, l'EP clean risk restait fortement associé à la survie sans récidive à 10 ans. Chez les patientes N+, le seuil de significativité n'était pas atteint, mais on a aussi une petite population dans cette étude de patientes N+. Quand on regarde en étude exploratoire, une analyse exploratoire, l'association avec la suppression de la fonction ovarienne, l'EP Clean Score restait pronostique et on avait des taux de survie sans récidive à distance à 10 ans similaires chez les patientes présentant des scores d'EP Clean faibles, indépendamment de l'adjonction d'une suppression de la fonction ovarienne. Donc les conclusions de cette étude sont que l'EP Clean Risk, le score EP Clean, permet de fournir un pronostic de récidive à distance à 10 ans chez les femmes préménopausées qui ont reçu une hormonothérapie adjuvante seule. Chez les patientes qui étaient N0, 73% avaient un risque faible. Je vous le rappelle que sur la population globale, c'était 65% de risque faible. Donc chez les patientes N0, c'était 73% et chez les patientes N+, c'était 19%. Le taux de survie à distance, le taux de survie sans récidive à distance à 10 ans était similaire chez toutes les patientes ayant un risque EP clean faible, indépendamment de la suppression ovarienne. Et donc ces résultats, c'était plutôt en faveur de la possibilité d'utiliser le test EndoPredict chez les femmes préménopausées. La performance du test en fonction du statut ganglionnaire. Je présente l'étude UNIRAD, qui est une étude prospective de phase 3 contrôlée randomisée en double aveugle versus placebo chez les patientes N+, à haut risque clinique. L'objectif de cette étude est de démontrer le bénéfice de l'ajout de l'éverolimus à l'hormonothérapie adjuvante chez des patientes présentant un haut risque de récidive. Et il y a une sous-analyse qui était prévue a priori, qui avait pour objectif de confirmer prospectivement la valeur pronostique de l'EndoPredict chez les patientes à haut risque. Sur le critère de jugement principal, alors les patientes à haut risque étaient définies par des patientes qui avaient soit plus de 4 ganglions envahis après une chirurgie première, soit un ganglion envahi après une chimiothérapie néoadjuvante ou une hormonothérapie néoadjuvante, soit 1 à 3 ganglions envahis et un test EP clean élevé.
Et chez ces patientes à haut risque, elles étaient randomisées après la chimiothérapie pour recevoir une hormonothérapie plus ou moins everolimus. Donc elles ont toutes reçu de la chimiothérapie dans ce groupe de patientes à haut risque. Sur le critère de jugement principal, cette étude est négative, c'est-à-dire l'ajout de l'everolimus n'apportait rien dans ce groupe de patientes. On avait une survie juste à 3 ans. C'est des résultats qui ont été présentés à San Antonio en 2021 par Frédéric Penolorca. Et donc sur l'analyse de la valeur pronostique d'EndoPredict, on avait 767 patientes sélectionnées avec EndoPredict pour la randomisation. Et donc chez ces 767 patientes qui avaient donc soit 1 à 3 ganglions envahis, le risque EP-clean était élevé chez 662 patientes, ce qui est logique, on est déjà dans des patients qui ont un risque clinique très élevé. Et 429 patientes avec EP-clean élevé ont été randomisées pour l'ajout ou pas de l'everolimus. La performance pronostique dans cette population de l'EP-clean, donc on a donc un âge moyen de 52 ans, on a des préménopausés et des ménopausés, on a donc des patientes à haut risque, on l'a dit, 74% de T2, 20% de T3, et puis donc des patientes qui sont toutes N+, avec une durée moyenne de suivi de 55 mois. Et on a là encore dans cette population à haut risque, on garde la performance pronostique de EP-clean puisqu'on parvient à identifier un groupe de patientes qui a un risque EP-clean faible et chez lesquelles il n'y a pas d'événement à 55 mois de suivi. Donc on reste chez cette population, EndoPredict était le seul paramètre pronostique indépendant en analyse multivariée avec la taille de la tumeur et l'envahissement ganglionnaire mais qui sont inhérents à l'EP-clean et donc c'était le seul facteur pronostique pour la survie sans maladie invasive. Donc les conclusions du NIRAD, elles démontrent prospectivement la valeur pronostique indépendante du score EP-clean chez les patientes à haut risque, donc N+, ménopausées ou non. Elle identifie prospectivement des patientes avec un bas risque génomique qui ne présentent pas d'événements secondaires à distance. Et ça confère un niveau de preuve 1A sur la valeur pronostique indépendante du score EP-clean. Toujours pour les patientes N+, on a aussi les résultats à 15 ans des études de validation du groupe autrichien. Et si on se concentre, puisque dans cette étude qui est chez des patientes qui ne recevaient pas de chimiothérapie, il y avait à la fois des patientes, elles étaient toutes ménopausées, mais il y avait à la fois des patientes N+, et des patientes N-. Et quand on s'intéresse aux patientes N+, on voit que EndoPredict continue à identifier un groupe de patientes à faible risque qui a une aussi bonne survie que les patientes N- sans recevoir de chimiothérapie. On a l'analyse du risque de récidive à distance à 10 ans. Et ici, quand on se focalise sur la période 5 ans à 15 ans, donc sur un long terme, on garde cette valeur pronostique de l'EP-clean chez les patientes N+. Donc au total, on peut ajouter aux études de validation que je présentais initialement autrichienne, GCAM et Transattac, l'étude UNIRAD et l'étude de Constantinidou. On a une validation prospective de la valeur pronostique du score EP-clean pour le risque de métastase à 10 ans, quel que soit le statut ménopausique et quel que soit le statut ganglionnaire. Sur la valeur prédictive du test, je présente cette étude allemande, qui est une étude de prospective de cohorte, 368 patientes, RH+, HR2-, bien sûr, N0 à N+, traitées entre 2012 et 2015, et pour lesquelles la décision de chimiothérapie était basée sur le EP-clean. Tous les échantillons tumoraux ont donc été testés avec EndoPredict. L'analyse portait sur l'observance du traitement, la récidive locale, les métastases à distance et la survie. Caractéristiques de la population, on a un âge médian de 60 ans, on a un âge médian de 60 ans, 33% de patientes préménopausées, des tumeurs PT2 et PT3, quelques tumeurs PT3 très peu, et on a donc 24% de patientes N+, dans cette étude, et 65% de patientes ont un risque EP-clean faible.
Donc on voit dans cette étude sur les données prospectives à 5 ans, si on regarde la survie sans métastase à distance par catégorie de risque et la survie sans maladie par catégorie de risque EP clean, on voit que sur cette étude, à nouveau, on confirme la valeur pronostique puisque les patientes à EP clean faible avaient une meilleure survie sans métastase et une meilleure survie sans maladie que les patientes à EP clean élevées. Quand on s'intéresse aux patientes recevant de la chimiothérapie, donc la décision de chimiothérapie était basée sur le score EP clean. 67% de ces 130 patientes, c'est-à-dire 35% qui étaient classées à risque élevé, 67% ont reçu une chimiothérapie et les 33 autres n'ont pas reçu de chimiothérapie pour plutôt des défauts de compliance ou des contre-indications de chimiothérapie. Quand on compare ces deux groupes, les patientes recevant de la chimiothérapie et celles ne recevant pas de chimiothérapie, toutes pour un EP clean élevé. On voit qu'il y a une différence de survie sans maladie à 5 ans, avec une survie sans maladie à 5 ans à 89% pour les patientes recevant de la chimiothérapie et à 69% pour les patientes ne recevant pas de chimiothérapie. Donc les patientes classées dans la catégorie EP clean à haut risque ont bénéficié de manière significative d'une chimiothérapie dans cette étude. Ce n'est pas c'est pas une étude randomisée, chimio versus pas de chimio, mais on a quand même une idée d'une prédiction de réponse à la chimiothérapie. Concernant les études en cours, on a l'étude RESCUE, qui est une étude observationnelle multicentrique prospective concernant 40 centres en Allemagne et en Suisse. Donc cancer du sein à stade précoce, risque faible, donc des N0, N1, T1, T3. Et l'objectif est d'évaluer le pouvoir pronostic de EP clean et la sécurité des patients présentant un score de risque EP clean faible, traité par hormonothérapie seule, avec un suivi à 10 ans. Donc c'est encore en cours et les premières données sont attendues en 2026 avec des résultats finaux en 2032. Donc on a un petit peu de temps encore avant d'avoir ces résultats. On les aura peut-être à la SFCO de 2033, dans 10 ans, pour ceux qui seront là. Et puis il y a Simocin, très important, registre prospectif français. C'est un registre prospectif français des analyses EndoPredict. 14 centres y participent et l'objectif, c'est d'évaluer prospectivement l'utilisation en vie réelle d'EndoPredict et du score EP clean chez des patientes identifiées de risque intermédiaire selon les critères émis par la HAS en 2019, avec une étude de concertation, avec une réunion de concertation pluridisciplinaire, et d'évaluer l'impact décisionnel de l'utilisation d'EndoPredict sur la prescription du traitement adjuvant. On a des données déjà descriptives à 3 ans de suivi sur ce registre. Il y avait 4800 patientes à peu près à 3 ans de suivi. On voit quand on regarde les caractéristiques de la population qu'en grande partie on respecte à peu près, en vie réelle, on respecte à peu près les critères donnés par LHS. On est quand même discipliné. On a donc davantage de patientes ménopausées et donc 59% des patientes qui relèvent de l'indication posée par la HAS sont identifiées à faible risque. Donc chez 60% des patientes à risque intermédiaire clinique, on a un faible risque et donc une potentielle d'éviter la chimiothérapie chez 60% des patientes. Donc on aura prochainement environ 9000, il y a déjà 9000 patientes dans ce registre, puisque actualisé avec les données de 2021, il y a plus de 9000 patientes dans ce registre, et donc on aura des analyses à venir avec des données de survie à 5 ans. EndoPredict dans les recommandations. L'ESMO 2019 donc, recommande EndoPredict pour les patientes N0 et N+, pour obtenir des informations pronostiques et ou prédictives supplémentaires pour compléter l'évaluation pathologique et prédire le bénéfice d'une chimiothérapie adjuvante. Pour l'ASCO 2022, EndoPredict est recommandé pour les patientes ménopausées avec ou sans envahissement ganglionnaire. Pour le NCCN, c'est pour déterminer la nécessité d'une chimiothérapie adjuvante chez des patientes N0 ou N+. Et puis, de la même manière, donc pour l'AJCC, qui dit qu'un score de risque faible chez des patientes RH plus HER2 N-, quelle que soit la taille de la tumeur, place la tumeur dans la même catégorie de pronostic que les T1A, T1B, N0 avec un niveau de preuve 2. Et puis, on a également EndoPredict dans les recommandations de Saint-Gallen et du NICE. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Bon, tout d'abord, nous, on utilise depuis longtemps ce test chez nous. Je pense on a fait partie des premiers centres à évaluer ce test. Ça s'intègre très très bien dans la routine. C'est vrai que c'est simple d'utilisation et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai toujours été un peu gênée, donc à chaque fois je le dis, mais par les cut-off blanc-noir à 3-3, parce que bon, 3-2, 3-4, voilà, on est pareil pour tous les scores, on va en parler tout à l'heure pour les autres scores. Donc c'est vrai que, et ça c'est vraiment dans toutes les recos, bien regarder aussi les autres paramètres. Et puis je pense que les choses qui sont nouvelles, par rapport aux recos de 2000, moi j'étais dans les recos ESMO cancer du sein précoce 2019, c'est cette notion maintenant des préménaux et des ménaux. Et je pense que pour les femmes ménopausées, les signatures sont vraiment utile à la fois chez les patientes qui ont un envahissement, sans envahissement et avec envahissement ganglionnaire. Par contre, chez les femmes préménopausées, vraiment celles qui ont un envahissement ganglionnaire, il faut pour le moment avoir plus de données. Et ce qu'on voit avec le test endoprédique, c'est qu'en fait, on a finalement dans les hauts risques cliniques, on n'a pas beaucoup de faibles risques génomiques. En général, c'est 15, 17, 18%. On l'a vu par exemple dans Unirad aussi, c'était pas forcément des préménaux, mais on n'a pas beaucoup. Mais alors, celles qui sont vraiment de bas risque, on voit les courbes. C'est des patientes qui récidivent pas, quoi. Donc là, il faudra vraiment qu'on collecte beaucoup de données en vraie vie. C'est ce qu'on voit dans l'étude de Constantini. Voilà, il y a 19% des patientes. Voilà, c'est ça. Vous j'avais noté c'est 17 ou 18. Qui étaient à risque faible et qui ont aucun événement. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas des données prospectives, il faut être prudent dans ces populations-là, N+ préménaux. Mais c'est vrai que cette notion du bas risque, il y en a pas beaucoup puisqu'il y a la pondération avec le stade clinique qu'il n'y a pas ni dans Oncotype ni dans Mamaprine. Donc forcément ces patientes-là, elles ont tendance plus à glisser vers le haut risque en termes de score. Mais voilà, celles qui sont à bas risque, on voit quand même. Et là nous dans Unirad, on est en train de finaliser la publication parce qu'on est en train là on avait 5 ans lorsqu'on a présenté à San Antonio et donc là on sera à 7-8 ans. On voit pas la courbe bouger, quoi. Elle reste droite. Ces patientes là avec un très fort risque clinique, elles n'ont pas récidivé. Donc ça a un intérêt. Dernière chose, la prédiction de la chimiothérapie, je ne sais pas si ça vaut la peine vraiment qu'on recherche ça, parce que finalement, on sait que ces patientes-là, elles vont bénéficier d'un traitement plutôt cytotoxique ou en tout cas antiprolifération. On va voir, puisque maintenant, on espère qu'on aura les inhibiteurs de CDK4/6 en adjuvant, donc ça va être une autre histoire en fait pour ces patientes-là. En tout cas, ça confirme qu'il faut faire plus que de la simple hormonothérapie, mais voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment une place pour cette signature qui vraiment se prête extrêmement bien à la décentralisation et qui du coup a aussi un coût de revient, je m'excuse de parler dessous, mais un coût de revient pour l'établissement aussi qui est moins important que d'avoir recours avec une signature extérieure, ce qui n'est pas non plus négligeable quand on sait que le RIHN ne prend pas en compte l'intégralité des frais. Bien, bonjour à tous. Donc, en effet, on va changer un petit peu de glande en situation et en sexe. Donc, un petit mot sur les conflits d'intérêts. Le contexte, comme vous allez le voir pour le cancer de la prostate, c'est qu'il y a de nombreux cas, que les classifications aujourd'hui sont assez insuffisantes et on essaye de répondre en fait à ce déficit de classification pronostique avec des calculateurs, de nouvelles imageries et des tests moléculaires. Alors, cancer de la prostate, si on prend les chiffres, ce qui le caractérise quand même par rapport aux autres cancers, oui, c'est 50 000 nouveaux cas par an. En fait, 50 000, il varie, c'est l'incidence. Beaucoup avec l'utilisation ou non de l'antigène prostatique spécifique en termes de screening, qui aujourd'hui n'est pas un screening organisé, mais qui est un dépistage individuel. L'âge moyen 68 ans, et vous voyez ce différentiel, 50 000 nouveaux cas pour 8 000 décès, une mortalité qui est en décroissance continue.
sachant qu'il y a 20 ans, c'était environ 10 000 décès, donc on a gagné en 20 ans 2000 décès. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur le cancer de la prostate? En fait, bon, le décryptage des anomalies moléculaires remonte quand même à quelques années. Il y a un certain nombre en fait d'événements moléculaires qui sont bien connus, dont probablement le plus marquant, c'est la découverte en 2005 de gènes de fusion qui sont très fréquents au début de la maladie, dans 70% des cas, qui sont les gènes de fusion TMPRSS2, ERG. Alors sur ces événements moléculaires, en fait aujourd'hui on a 3 utilisations. Un peu de l'entomologie qui est la typologie des cancers, par exemple les gènes de fusion TMPRSS2 ou l'absence de gènes de fusion définissent une carcinogénèse mais finalement n'ont pas d'impact réel sur le pronostic de la maladie ou sa prise en charge thérapeutique. Donc c'est de la description pure. Il y a des événements pronostiques, par exemple les délétions de PTEN qui sont assez fréquentes aussi dans la prostate, ont un impact sur le pronostic. Aujourd'hui, on n'a pas de thérapeutique spécifique pour ces délétions, par exemple, de PTEN. On attend les inhibiteurs d'AKT, par exemple, qui sont en évaluation. Et puis, il y a des événements moléculaires qui sont aujourd'hui comme théranostiques, même si en France, on est un petit peu en retard sur les autres pays. Par exemple, les anomalies de BRCA2 somatiques montre une réponse aux inhibiteurs de PARP, donc comme pour les cancers, par exemple, de l'ovaire. Alors, la principale situation aujourd'hui, c'est la classification des cancers localisés de la prostate, donc pour décider d'un traitement radical. Je vous rappelle un certain nombre d'inconvénients sur le plan sexuel et de la continence urinaire, ou d'avoir des traitements combinés qui vont associer en particulier de l'hormonothérapie au traitement local. On utilise aujourd'hui comme classification des paramètres assez simples, le taux de PSA au diagnostic, un score qui est un grade qui est le score de Gleason, remplacé aujourd'hui par le score ISUP qui va de 1 à 5, le stade clinique, bien sûr, donc TNM, mais ici on parle des cancers localisés, donc c'est surtout le T qui nous intéresse, et qui est reflété aussi par le pourcentage de biopsies positives dans la prostate, sachant que ces éléments, stade clinique et pourcentage de biopsies positives, sont aujourd'hui un peu amalgamés avec les résultats de l'imagerie qui est l'IRM. À partir de là, on a globalement trois stades, les hauts risques, intermédiaires et faibles risques. Les faibles risques, on a plutôt tendance à les surveiller jusqu'à la progression, en particulier par le PSA ou la clinique et l'IRM. Le traitement curatif qu'un traitement local, la radiothérapie ou curithérapie ou la chirurgie, et des traitements donc combinés qui peuvent associer chirurgie, radiothérapie et hormonothérapie. Alors vous voyez un petit peu cette problématique sur cette incertitude d'évolution, puisque dans les études randomisées qui ont regardé le traitement radical ici par prostatectomie pour des cancers localisés, qu'ils soient de faible ou de haut risque, et l'observation simple, ici l'observation simple, c'est l'observation jusqu'à l'apparition de symptômes justifiant un traitement systémique, en particulier l'hormonothérapie. Alors, on voit que finalement à 15 ans, si on ne fait rien ou si on traite, il y a environ 80% de patients chez qui il ne se passe rien. Donc, les patients traités, dans 80% des cas, ont tendance à être surtraités. Ce qui est aussi très, très perturbant, c'est cette faible différence entre les deux courbes, parce que ça montre que finalement, le traitement radical, il n'infléchit pas beaucoup en fait l'évolution de la maladie. Et ça suggère ici que cette classification ou les moyens que l'on a pour classer les patients ne sont pas excellents. Alors, la dernière étude, en fait, à 15-20 ans de suivi, cette fois qui a comparé la prostatectomie, la radiothérapie et la surveillance active. Ici, la surveillance active est un peu différente de la surveillance dont je vous ai parlé juste avant, puisque surveillance active, on surveille le patient jusqu'à ce qu'il arrive
éventuellement à un stade qui peut être toujours guéri par le traitement local, et on n'entend pas évidemment les métastases. Comme vous voyez, à 15 ans, pas de différence entre les deux types de traitements locaux pour cette ectomyoradiothérapie, et une très faible différence également avec la surveillance. Et pour plus de 90% des patients en surveillance active, il ne se passe non plus pas grand-chose, pas de progression en tout cas de la maladie, pas de décès. Donc, un possible surtraitement qui reste très important. Alors, on a vu comment étaient classifiés en fait ces cancers. Donc, ils sont classifiés donc sur les paramètres qu'on a vus, l'âge, la clinique, le taux de PSA et le score TNM et le score ISUP. Donc, en allant du très haut risque au très bas risque pour ces cancers localisés. Mais ce n'est pas satisfaisant. Et on essaye, grâce aux signatures moléculaires ou aux nouveaux prédicteurs, de transformer en fait de façon horizontale, évidemment, ces classifications avec une nouvelle dimension, et c'est ce qu'apportent les tests moléculaires comme Prolaris. Avec aujourd'hui ces 3 catégories qui restent, faible, intermédiaire et haut, avec comme, on va dire, endpoint, en fait, un facteur décisionnel, soit l'apparition des métastases, soit le décès par cancer de la prostate. Alors, le test de Prolaris, c'est finalement un peu comme on le prédit, c'est l'association de différents gènes qui sont surtout impliqués, en fait, dans le cycle cellulaire, et qui donne une prédiction du risque de progression métastatique ou de décès à 10 ans et qui est associé au score clinique, qui est ici donc le score de Capra avec les éléments que je vous ai cités précédemment. Alors, ce score, il se réalise sur les biopsies prostatiques. Il faut un minimum, évidemment, de matériel. Donc, vous voyez, il faut un pourcentage qui aux alentours de 60% de tumeurs dans l'échantillon testé. Et puis, évidemment, avoir un certain nombre de biopsies positives ou de longueur de biopsies positives pour que le test puisse être réalisé et significatif. On avait regardé si, pour ce peu plus de 600 patients il y a quelques années déjà, finalement, si ce test qui est basé sur des marqueurs du cycle cellulaire ne peut pas être remplacé par des éléments facilement réalisables en histopathologie comme marqueur Ki67 pour la prolifération ou les délétions de PTEN, l'absence d'expression de PTEN, en fait, non, ce score moléculaire reste nettement supérieur en fait à ces éléments qu'on aurait pu faire en immunohistochimie. Récemment, en fait, le score initial aussi a été réduit sans perdre de performance en termes de nombre de gènes, avec une signature qui maintenant peut être externalisée. Avant, elle était centralisée chez Myriad, qui réalisait à la fois les analyses et le calcul du score. Aujourd'hui, ce sont des kits Prolaris qui peuvent être distribués, donc réalisés de façon décentralisée au sein des laboratoires et qui permettent, vous voyez, une analyse finalement assez rapide et bien standardisée. Avec toujours bien sûr le rôle de l'anatopathologie, qui est essentiel au départ dans le choix de l'échantillon à sélectionner. Alors, quelques exemples sur la prise en charge, vous avez ici. Alors, ce que l'on définit donc, dans cette prise en charge, c'est ce risque que vous avez en haut d'avoir des métastases, avec un pourcentage, vous voyez, qui est une espèce de cut-off entre le haut risque qui est en orange, qui peut justifier un traitement multimodal, et puis le faible risque qui est en bleu ciel, ici à 3,2%, qui définit le risque en fait d'avoir une mortalité à 10 ans faible et qui peut justifier une surveillance, ou en tout cas renforcer l'idée de faire une surveillance chez le patient et de ne pas lui imposer un traitement radical.
Alors sur cet exemple d'un patient qui ici a un score de PSA finalement assez faible, 6,7, un patient qui a 67 ans, un stade évidemment localisé avec une tumeur qui touche qu'un lobe et un score de Gleason intermédiaire. On est à la limite en score de Capra qui va être à 3, vous voyez sur cette courbe qui est ici, qui va être intermédiaire finalement. Et la décision est, faut-il faire une surveillance active ou faut-il faire une prostatectomie ou de la radiothérapie? Alors la reclassification avec le score Polaris permet de trancher et de ramener ce patient en fait dans le groupe intéressant pour la surveillance active et donc évidemment d'éviter aux patients un traitement inopiné parce qu'il aura un très faible risque de progression à 15-20 ans de sa maladie qui est comme vous le voyez, pour le risque de progression et de décès est inférieur à 1,7% à 10 ans. Un autre cas, donc cet autre cas ici est un patient qui est un peu plus grave, donc il a toujours le même âge, toujours un stade localisé dans un lobe, mais un score de Gleason donc plus élevé qui est à 8, qui correspond à un score ISUP de 4. Et je suis désolé, ça clignote sur le tableau, qui l'amène à un score de Capra 5. Et le score de Capra 5, il reste encore dans cette classification sur cette courbe en fait intermédiaire, alors que l'on est à la limite entre le risque intermédiaire et le haut risque. Et donc ici, pour ce patient, le score Polaris va faire plutôt basculer le patient vers un traitement qui est plutôt multimodal, agressif, car ce score finalement élevé montre qu'il a un risque non négligeable de mortalité, évidemment à 10 ans, qui est de 13%, et un risque élevé, comme vous pouvez s'en douter, d'avoir des métastases en amont de son décès. Alors, il y a de nombreuses études aujourd'hui sur Polaris, puisque c'est un test qui a maintenant de nombreuses heures de vol, on pourrait dire, et qui, vous voyez, s'applique à différentes modalités de prise en charge du patient. Décider de la science active, décider de la prostatectomie, de la radiothérapie ou du traitement multimodal, et qui prédit finalement la mortalité spécifique, comme on l'a vu, le risque de métastase ou le risque de récidive biologique, donc une récidive précoce avant l'imagerie qui peut survenir donc après la prostatectomie ou la radiothérapie ou le traitement multimodal. Alors, est-ce que ça a aussi une utilité clinique dans le fait de changer la décision de la prise en charge initiale? Quand on n'utilise pas Polaris, vous voyez que finalement on a tendance quand même à minimiser la surveillance active, et c'est difficile aussi psychologiquement pour le patient. Si on utilise Polaris, en fait, il y a un net quand même changement en fait dans la prise en charge, avec plus de patients qui vont adhérer à cette surveillance active. Et évidemment, le chirurgien urologue ou le radiothérapeute également, puisqu'on peut être tout à fait rassuré quand même dans cette prise en charge avec une très faible probabilité d'événement. Pour les hauts risques, de la même manière, vous voyez qu'il y a aussi un changement qui pousse, et pour essayer de contrer un petit peu ce qu'on a vu sur les courbes de départ, le fait d'intensifier le traitement qui, pour un certain nombre et un petit nombre de patients, puisque c'est finalement quelques pourcents de patients, mais ce sont ceux qui vont décéder en fait de leur cancer de la prostate, d'avoir d'emblée un traitement qui va être multimodal et donc cette fois plus agressif, mais pour être plus efficace. Alors cette utilité clinique, elle se retrouve donc dans différentes études et comme vous voyez avec quand même un changement autour de 50%. Qu'en est-il aujourd'hui des recommandations? Aujourd'hui, les recommandations, elles sont avant tout sur une utilisation optionnelle
pour la décision des patients entre la surveillance active ou le traitement radical, donc que ce soit au niveau européen, français ou des États-Unis. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas ou éventuellement de me contacter ultérieurement. Merci pour votre présentation. Séverine Alran, je suis chirurgienne gynéco à l'hôpital Saint-Joseph. Et ma question est, dans votre pratique au quotidien, quel est le taux d'utilisation de ce test ? Alors, aujourd'hui, il est très faible parce qu'il n'est pas remboursé. Voilà. Je dirais que les patients sont demandeurs, mais il n'est pas remboursé. Donc, les patients qui peuvent y avoir accès en payant, évidemment, peuvent en bénéficier. Aux États-Unis, il est, je ne vais pas dire en pratiquant, je n'ai pas les chiffres exacts aux États-Unis, mais c'est un élément qui fait partie aujourd'hui quand même d'une décision optionnelle. Ouais, c'est la limitation majeure, hein, et c'est vrai qu'on se dit qu'il faudrait vraiment qu'on monte une étude médico-éco, en fait un petit PHRC médico-éco pour montrer l'utilité, parce que c'est... Il n'y a pas que du médico-éco aussi. Hein. Alors, je me tourne vers Milad, ça coûte 2000 c'est dollars ou euros, voilà, environ. Alors évidemment, le problème pour la prostate, comme vous l'avez vu, c'est que pour décider d'un impact, on est toujours à 15-20 ans. Pour un nombre d'événements qui finalement n'est pas si important que ça. Gigantesque étude avec des milliers de patients et un financement qui ne peut être qu'académique, hein, parce que ouais, c'est toute la complexité, et connaissant la complexité de nos systèmes d'évaluation français, voilà. Mais malgré tout, je pense qu'il y a vraiment, enfin, l'intérêt, il est réel, hein, parce que la surveillance active, je pense que c'est stressant pour tout le monde, donc à pouvoir s'appuyer sur un test, c'est vraiment important, quoi. Voilà, donc on va voir. Et après, c'est la complexité aussi du patient qui paye ou qui paye pas, ou est-ce que c'est l'établissement qui gère ça, mais enfin, ça fait un surcoût important pour, là aussi, je suis désolée de parler de sous, mais un établissement qui gagne rien puisqu'il ne traite pas le patient. Donc voilà, donc c'est compliqué. Le modèle économique aujourd'hui est compliqué. Mais ou alors est-ce que ça doit passer par est-ce que c'est les patients qui doivent monter au créneau? Enfin, je ne sais pas comment il faut faire, mais en tout cas, il faudrait faire bouger les choses parce que ça. Après, sur le plan économique, ça dépend aussi de la prise en charge, puisqu'aujourd'hui, si vous traitez un patient, finalement, ça vous coûte moins cher que de le surveiller. Et s'il est après impuissant ou s'il a des couches, en fait, c'est très peu remboursé, en fait. Donc, ça coûte pas grand-chose, en fait. Ce que ça coûte surtout aux patients, psychologiquement, et en plus de ses fonds propres. Donc bonjour à tous. Donc il y a un an, j'avais fait une présentation à la SFCO à Toulouse, et c'était juste pour vous dire qu'on était en train de faire la validation, et donc un an après, on va faire un premier bilan de l'activité. Donc mes liens d'intérêt. Donc du coup, le labo est basé au centre Georges-François Leclerc à Dijon. Donc le CGFL, c'est un centre de lutte contre le cancer qui appartient à la Fédération Unicancer. Et à l'intérieur, il y a une plateforme de biologie moléculaire dont je suis le responsable, qui est labellisée INCA et centre de référence pour les tumeurs solides et qui est certifiée ISO 15189. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de l'activité de la plateforme. En 2021, voilà, merci, la saute. En 2021, on a fait un peu plus de 2000 échantillons tumoraux solides, un peu plus de 1800 tests de germinaux, puisqu'on fait aussi la détection de la prédisposition génétique au cancer. On a une activité aussi d'exome de routine, whole exome sequencing, et en fait, on fait systématiquement, dans le cadre de l'essai Exoma, un exome tumoral et un exome constitutionnel. Et on a aussi une activité recherche et prestation de services, parce qu'on n'a pas assez pour s'occuper avec la routine, et on fait différents tests de NGS. Donc du coup, pour venir au sujet d'aujourd'hui, le testing, ça fait que sauter. C'est des fois que c'est compliqué. Après, je peux être comme ça, mais c'est moins cool. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc du coup, le testing HRD, quelques rappels sémantiques. Voilà, un BRCA germinal, c'est la présence d'une altération BRCA dans l'ensemble des cellules de l'organisme,
y compris la tumeur, alors que lorsque le BRCA est somatique, la présence de l'altération elle est uniquement présente dans les cellules tumorales. Un panel HRR, c'est un panel de gènes qui est analysé et en fait qui contient les gènes qui appartiennent à la recombinaison homologue. Et ouais, mais c'est pas grave, je vais me tourner. Je suis désolé si jamais je vous tourne le dos, mais c'est pas mon souhait. Et donc du coup en fait c'est l'ensemble des gènes qui appartiennent à la voie de la recombinaison homologue qui sont analysés par rapport à l'altération qu'ils peuvent avoir. Et ensuite on a le HRD qui est vraiment la déficience en recombinaison homologue. Et en fait le contraire c'est l'HRP, la proficience en recombinaison homologue. Donc il y a des recommandations de l'ESMO qui disent que dans le cancer de l'ovaire, les mutations germinales de BRCA, ça montre une vraie utilité clinique. Merci. Les mutations tumorales de BRCA ont également une vraie utilité clinique. Et par rapport aux gènes HRR hors BRCA, leur utilité clinique dans la clinique n'a pas été démontrée. Et au niveau de l'instabilité génomique, le GIS, donc la combinaison de plusieurs scores qui montrent l'instabilité, a montré une vraie utilité clinique, alors que l'utilisation uniquement de la LOH n'a pas montré d'évidence d'efficacité clinique. Donc du coup, ça fait 1 an que vous entendez parler de Satellite Lab, Excellence Lab, Myriad, mais en fait non, hein, on n'est pas un laboratoire Myriad, on est une plateforme, d'accord ? On existait avant le test MyChoice et on fait juste le test MyChoice dans nos murs, mais on a plein d'autres activités comme je vous l'ai montré. Et en fait voilà, on est une plateforme 1K et juste pour info, les réactifs c'est nous qui les achetons. Donc voilà, on n'achète pas les réactifs à Myriad, on achète les réactifs nous-mêmes et on paye juste des royalties pour l'analyse bioinformatique et la génération du score GIS. Donc juste une petite diapo pour vous montrer les résultats de validation. On a fait plus de 100 échantillons communs entre Salt Lake City et Dijon et on arrive à une sensibilité de 100%, une spécificité de 94,4%. Donc du coup, au début, on a commencé en faisant que la génération du GIS et pour le GIS, on a utilisé le pipeline Myriad. Et lorsque vous demandez le GIS seul, on vous donne un compte-rendu qu'on veut simple pour que tout le monde puisse comprendre. Et en fait, ici, vous avez un exemple d'un HRD négatif. Donc on vous dit bien qu'il est négatif, on vous donne le score et on met une petite phrase qui va bien là en dessous. Et si jamais il est positif, c'est tout simple, c'est marqué positif. Le score, on vous rappelle le score en disant que c'est évocateur d'une instabilité génomique et on vous met une petite phrase d'orientation thérapeutique. Et depuis à peu près novembre 2022, on est également capable, à partir du panel MyChoice, de générer le statut BRCA. Donc, comme je vous le dis, on utilise le panel Myriad et en fait, on a notre propre pipeline bioinfo interne. Et en fait, on a intégré notre pipeline bioinfo qu'on utilise en routine et on l'a appliqué sur le panel Myriad. Et juste pour vous dire que la couverture qu'on obtient avec un MyChoice, c'est entre 1000 et 2000x sur chaque nucléotide ciblé. Et donc, on a fait un autre type de compte-rendu. Donc vous avez le résultat du panel en premier et on indique les variants de signification inconnue et pathogènes de tous les gènes qu'on observe et on met une petite conclusion ici et sur le verso du compte rendu vous allez avoir également le résultat du test GIS avec toujours négatif ou positif le score et une petite phrase qui va bien. Et donc, on est également capable d'analyser les grands réarrangements de BRCA1, BRCA2 des autres gènes, mais on se focalise essentiellement sur les grands réarrangements de BRCA1 et BRCA2 à partir des résultats Myriad. Et ici, c'est juste pour vous montrer qu'on a mis en évidence une perte des exons 12 et 13 de BRCA2 chez un patient qui présentait également un score d'instabilité génomique de 76. Et on a montré une amplification des exons 22 et 23, surtout 22, dans le gène BRCA1, mais malheureusement, le GIS était inconclusif, donc on n'a pas pu faire de corrélation avec le statut GIS. Et donc, ça me permet de rebondir sur les inconclusifs parce que c'est quand même un sujet important avec le MyChoice. Et qu'est-ce qu'un inconclusif ? C'est pas une manip qui n'a pas marché, c'est une manip pour laquelle, un échantillon pour lequel le pipeline bioinfo de Myriad considère que l'ensemble des marqueurs nécessaires pour rendre un résultat de bonne qualité
ne parviennent pas à tous les seuils d'acceptation. Donc du coup, ils nous disent failed, mais voilà, il y a plein de choses qui se cachent derrière le failed. Dans quasiment 100% des cas, on est quand même capable d'analyser le statut BRCA et on ne connaît pas l'origine du failed sur le GIS. Et donc en dessous, je vous ai listé les 6 possibilités qui se cachent derrière un inconclusive. Vous avez une quantité de tumeur qui est trop faible, vous n'avez pas de tumeur. Bon, ça c'est étonnant parce qu'on vérifie systématiquement l'HES. Vous avez une faible qualité, hétérogénéité, contamination et consanguinité. Donc du coup, par qui est-ce qu'on peut améliorer ce genre de critères? Donc il y a 2 critères sur lesquels on ne peut pas jouer, c'est la consanguinité, on ne va pas pouvoir faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus de consanguinité, et l'hétérogénéité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, donc je pense qu'on ne peut pas jouer dessus. Et lorsqu'on peut jouer, quel acteur peut essayer de faire un effort pour améliorer, pour diminuer le taux d'inconclusive? Donc sur la faible teneur tumorale. Donc il y a et le chirurgien et la biologie moléculaire qui peut jouer, puisque le chirurgien peut essayer de faire le meilleur prélèvement possible pour avoir le plus de matériel possible à fournir au labo d'Anapat et ensuite à la plateforme de Biomol. Et nous, en tant que plateforme de Biomol, on peut essayer d'augmenter la quantité de matériel qu'on engage dans l'analyse. Pour le pas de tumeur, eh ben, c'est surtout le chirurgien, puisqu'il faut vraiment qu'il essaye de prendre la lésion la plus cellulaire possible. Au niveau de faible qualité, eh ben, c'est le chirurgien et l'Anapat qui peuvent jouer, puisqu'il faut un prélèvement de bonne qualité et il faut faire attention au bistouri électrique notamment pour pas griller les lésions lorsqu'on les prélève. Et il y a également au niveau Anapat la durée de fixation et la qualité du fixateur. Au niveau de la contamination, il y a l'Anapat et la Biomol. La Biomol, quand on contamine, bon, on le voit clairement parce que comme c'est en série, vraiment toute la série est contaminée. Mais il y a aussi l'Anapat parce qu'on sait que lorsqu'il y a inclusion, les différents bains, il peut y avoir des petites contaminations interéchantillons qui peuvent se glisser. Et donc du coup, voilà, il faut aussi faire attention. Il y a une possibilité d'amélioration sur ce critère-là. Donc du coup, les solutions inconclusives, il y a privilégier les lésions dont le prélèvement a le plus de chances d'être cellulaire. Je vous rappelle qu'il faut une quantité de cellules tumorales qui est supérieure à 30% pour pouvoir générer un score d'instabilité génomique. Et nous, depuis juillet 2022, on a 7 patients qu'on a refusés parce que l'HES qu'on a déterminé était inférieur à 30%. Ici, je vous ai fait un petit graphique entre octobre et janvier du taux de non conclusive. Donc, au début, on était quand même à 30% de non conclusive, ce qui était considérable. Et donc, après une petite réunion avec Myriad, eh ben, ils nous ont donné une petite astuce. Et en fait, cette astuce, c'est d'augmenter en fonction de la superficie tumorale, on augmente le nombre de coupes et la quantité de matériel qu'on engage dans l'expérience. Et donc, du coup, ça nous permet chaque mois de diminuer un petit peu le taux de non conclusive. Donc, du coup, on arrive à des valeurs plus acceptables aux alentours de 10-12%. Donc, comme je vous ai dit, la qualité du prélèvement, elle est vraiment très importante à sa source. Bien faire attention à prendre les lésions les plus cellulaires et attention de ne pas tout griller avec le bistouri électrique. Il y a la qualité de prise en charge Anapat avec le temps de fixation et la qualité du fixateur. Et il faut aussi penser au circuit bloc Anapat, puisque en fonction du temps de fixation, des fois les blocs ou les prélèvements qui sont réalisés le vendredi après-midi, eh ben, parfois ils passent le week-end dans le fixateur et ça peut induire une surfixation et donc du coup un échantillon de mauvaise qualité. Et quand par exemple on a un GIS inconclusif, on demande un autre prélèvement. Mais si jamais on nous renvoie un autre prélèvement, un autre bloc, mais qui vient du même prélèvement, étant donné que la fixation a été faite de la même manière sur la totalité de la pièce, et bien à chaque fois, ça reviendra en inconclusive. Donc quand on demande un autre échantillon, il faut vraiment un autre échantillon qui est prélevé lors d'un autre acte. Voilà, pour pas que ça soit la même fixation. Donc le bilan du 15 juillet 2022 au 30 mai 2023. Donc on a une activité qui a décollé surtout à partir du 1er octobre lorsque AZ a arrêté le financement du test MyChoice. On a eu 297 demandes de GIS seul et 247 demandes de GIS plus BRCA, donc ça fait 544 demandes, ça nous fait une moyenne d'un peu plus de 60 demandes par mois. Et on a 70 établissements différents qui nous font confiance et donc qui viennent d'un petit peu partout en France et qu'on voit tout ça à Dijon. Certains de manière
temporaire le temps qu'ils installent l'analyse dans leur laboratoire, d'autres de manière plus pérenne, je l'espère. Donc sur l'ensemble de ces échantillons, on a quand même eu 118 non contributifs au niveau du GIS. C'est-à-dire que si on nous demande BRCA en parallèle, on est capable de donner un BRCA dans 99% des cas. On a eu 282 GIS négatifs, 142 GIS positifs. Et si l'analyse BRCA plus GIS, on a un GIS non contributif, mais un BRCA contributif, comme je vous dis, dans plus de 95% des cas. Et quand même plus de la moitié des demandes qui nous sont faites concernent le GIS seul. Donc ça sous-entend que le BRCA était wild type dans la plateforme qui a réalisé le BRCA. Donc, comment on peut prescrire un test? Donc là, je vous ai mis notre feuille de prescription. Donc comme vous voyez, on fait plein d'autres examens. Je fais un petit peu ma pub. Donc du coup, voilà, vous pourrez lire et vous pourrez avoir tout ce qu'on fait, on réalise. Donc comment on remplit le formulaire? Ici, on met le prescripteur qui sera destinataire du compte-rendu et on met l'établissement de santé de rattachement qui sera destinataire de la facturation. Voilà, on fait une facturation parce qu'on suit les règles voilà, de l'État et voilà, on envoie une facture. Ici, vous pouvez ajouter d'autres médecins ou correspondants qui vont être également destinataires du compte-rendu parce que nous, on ne peut pas envoyer un compte-rendu à un correspondant qui n'est pas marqué sur la fiche de demande. Ici, vous mettez le médecin responsable du diagnostic qui sera également destinataire du compte-rendu. Et ici, voilà, c'est un petit champ libre. Donc, si vous n'êtes pas le responsable du diagnostic, donc généralement, des fois, les plateformes nous envoient le bloc, ils ont déjà fait le BRCA. Il faut indiquer en champ libre où est-ce que vous voulez qu'on renvoie le bloc, parce qu'en fait, chaque établissement a son fonctionnement bien à lui. Il y a des établissements qui veulent qu'on renvoie le bloc au médecin n'a pas de responsable du diagnostic. Il y en a d'autres qui veulent qu'on envoie à la plateforme et c'est eux qui renvoient le bloc. Donc voilà, chacun a son organisation. On essaye de respecter au plus près les souhaits de nos partenaires. Mais voilà, il faut bien indiquer, il ne faut pas hésiter, vous pouvez être bavard, voilà, il y a un peu de place, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dessus. Et ensuite, lorsque vous faites la prescription, en fait, il y a le choix entre deux cases pour le GIS, soit le GIS seul et vous cochez cette case-là, soit le GIS plus BRCA et vous cochez cette case-là. D'accord ? C'est pas trop compliqué. Et bien pensez à joindre la copie de la prescription initiale et le compte-rendu ANAPAT et l'échantillon. Donc en fait, une fois que vous avez fait votre prescription, qu'est-ce qui se passe? Il y a le déstockage et l'envoi du bloc. Donc ça, ce sont des délais qui sont variables et on ne peut pas influencer le délai de déstockage et le délai d'envoi du bloc, les délais postaux ou les délais de transporteur. Donc ça, voilà, ça c'est pas de notre faute. C'est-à-dire que des fois, vous faites une prescription et puis le résultat est toujours pas là, donc vous nous appelez, mais faut savoir qu'il y a un delta entre le moment où vous faites la prescription et le moment où le bloc est vraiment déstocké. Et des fois, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, voire un peu plus, malheureusement. Et après, une fois que c'est réceptionné par le labo, donc on enregistre, on qualifie le bloc par l'ANAPAT, c'est-à-dire qu'on vérifie la superficie tumorale et la teneur en cellules tumorales. On fait l'analyse BRCA et GIS avec le MyChoice et on édite et on envoie le compte-rendu. Tout ça dans un délai minimal de 15 jours. Juste rapidement pour vous dire, pour faire une technique MyChoice, il nous faut 15 échantillons. D'accord ? On ne peut pas faire avec moins de 15 échantillons. Donc du coup, on fait une série semaine. On commence l'extraction le mercredi soir et on fait la manip le jeudi et le vendredi. Pendant le week-end, soit on fait de la bio-info, à la rigueur le lundi ou plus tard le mardi, on a les résultats. Donc du coup, on génère le compte-rendu le mercredi. Donc généralement, en moins d'1 semaine, c'est fait. On prend 15 jours de délai parce que celui qui arrive le mercredi ou le jeudi, il faut qu'il attende 1 semaine pour être pris en charge, comme on a une série par semaine. Et des fois, on peut avoir 1 ou 2 soucis techniques, mais dans 80-90% des cas, le délai de rendu est inférieur à 15 jours. 15 jours calendaires. Donc juste pour vous expliquer, pour faire l'analyse BRCA et GIS, donc c'est vraiment le même panel. On a 1 jour de préparation de librairie, de préparation de notre ADN, d'amplification pour avoir suffisamment de matériel pour pouvoir sélectionner ensuite les cibles qu'on veut analyser. On a 1 nuit pour sélectionner les cibles. On a un peu plus d'1 demi-journée pour faire tous nos nettoyages, préparer notre matériel à séquencer. Et on a à peu près 24 à 27 heures de run, c'est-à-dire que ce temps-là, il est incompressible. On ne peut pas aller plus vite. Donc,
comme on peut générer le statut BRCA en même temps que le GIS ou le GIS seul, il faut savoir si on veut le faire en séquentiel ou en concomitant. Donc du coup, il y a tout ce que je vous ai expliqué avant. Après, si jamais il y a une mutation BRCA1 ou BRCA2, il y a un envoi du compte rendu, il n'y a pas envoi du GIS, si jamais c'est fait à l'extérieur de la plateforme. Et s'il n'y a pas de mutation, il faut renvoyer le bloc à la plateforme et il y a addition envoi du compte rendu. Et si jamais c'est en direct, en fait, il y a un seul circuit. Et en fait, ce circuit-là, il dure autant de temps que juste celui-là. Mais vous allez me dire, il y a une différence de coût, puisque tout est facturé. Un BRCA, un BRCA c'est 882 €, un GIS c'est 2205 €, un GIS seul, et un GIS plus BRCA, c'est 2205,90 €. Pourquoi c'est le même prix? Parce que c'est exactement le même panel. D'accord? Donc du coup, il y a plusieurs cas. Et par rapport à la facturation des non contributifs. Donc ça c'est vraiment important parce qu'il y a plusieurs cas de figure des non contributifs, mais nous on ne le sait pas. Donc du coup, s'il n'y a pas assez de cellules tumorales, on ne réalise pas la technique, on n'envoie pas de facturation. S'il y a assez de cellules tumorales, que la technique est réalisée, que le BRCA est interprétable, mais que le GIS il est non contributif, on envoie une facture à 882,90 €. Juste pour vous dire, nous, de réactif, ça nous coûte 1 200 € hors taxe. Juste de réactif. C'est-à-dire que si jamais c'est non contributif, mais qu'on n'est pas en mesure de vous donner le GIS complet, on vous facture juste un BRCA. Donc nous, ça nous coûte, rien qu'en réactif, plus de 500 €, voire 700 € TTC juste en réactif. Donc on ne prend pas le temps technique, on ne prend pas le temps biologique et tout ça. S'il y a assez de cellules tumorales, la technique est réalisée, mais le BRCA et le GIS sont non contributifs, on n'a pas de facturation. Voilà. Donc ça, c'est une charge qui nous incombe. C'est un choix qu'on fait. Je sais que toutes les plateformes ne font pas ça. Il y a des plateformes qui facturent les non contributifs. Nous, on a pris la décision, quelle que soit la technique qui est réalisée, que ce soit la technique Myriad ou toutes les autres techniques, si c'est pas contributif, c'est pas facturé. Et voilà, il n'y a aucun bénéfice qui est réalisé sur ces analyses. C'est-à-dire que même si ça vous paraît cher, nous, on ne gagne rien là-dessus. Voilà. Donc du coup, en conclusion, c'est juste la démarche pour pouvoir faire la demande. Donc vous pouvez avoir le formulaire en ligne sur le site du CGFL. C'est un PDF que vous pouvez imprimer et remplir. Vous envoyez à cette adresse-là. Et nous, une fois que c'est fini, on envoie soit par voie postale, soit par messagerie sécurisée. Et si jamais vous avez la moindre question, moi c'est écrit en petit, mais il y a mon adresse là, vous pouvez m'envoyer un mail et quand vous voulez, j'essaie de répondre rapidement pour pouvoir vous aider au mieux, répondre au mieux à vos questions. Voilà. Merci de votre attention. Oui, on a vu l'heure juste avant. Merci beaucoup Romain et bravo parce que c'était vraiment un challenge à relever de mettre en place en fait une solution assez normée dans un laboratoire qui par ailleurs fait beaucoup de développement. Donc c'était pas non plus, mais bon, il y avait un certain nombre de normes et puis du coup il y a pas mal de prélèvements aussi qui arrivent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle là-dessus? C'est vrai que on a tous été soulagés que quelqu'un s'attelle à cette tâche parce que tout le monde a un peu reculé au départ au travail qu'il fallait pour arriver au standard. Je ne sais pas si tu veux. C'est vrai qu'au début, ça pouvait faire un peu peur parce que, Myriad, il y a des gens de Myriad, grosse boîte américaine, avait certaines exigences et ils voulaient pas forcément dériver de leurs exigences, sont arrivés avec un joli contrat aussi. Et du coup, c'est vrai que ça a fait peur. Il y a pas mal de plateformes au début qui s'étaient positionnées. Je crois qu'il n'y en avait pas loin d'une dizaine. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, il y en a beaucoup qui sont retirés. Et finalement, on a été la seule. Il y avait des exigences. On a répondu à la grande majorité. Il y a d'autres exigences sur lesquelles on a réussi à faire plier le grand américain. Donc, on était contents. Et voilà. Après, c'est vrai que c'était très strict. On a quand même fait 100 échantillons, dont 30 qui étaient en complète aveugle.
et on envoyait les résultats et on attendait le retour de Salt Lake pour savoir si on était bon ou pas. Donc c'est vrai que ça a mis de mai à mai, juin et au début juillet, 2 mois, un peu plus de 2 mois pour valider. On était bien content de réussir et voilà, et ça tourne pas mal. Hein. Donc voilà, pourvu que ça dure. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Donc pour les inconclusifs, c'est vrai que nous, en ce moment, on travaille avec vous, donc on teste une autre approche qui utilise aussi l'algorithme de Myriad. C'est un partenariat Myriad Illumina. Et c'est vrai que sur une centaine de cas, il y avait 15 cas inconclusifs. Et en fait, nous, en retravaillant, en prenant plus de matériel, en fait, on est arrivé à un cas qui est inconclusif avec les deux, et voilà, et un cas qui marche pas chez nous et qui a marché chez Myriad. Mais sinon, on a réussi à résoudre ces problèmes-là en ayant plus de matériel, quoi. Et c'est aussi la souplesse qu'on peut avoir, justement, toi, en étant en plateforme décentralisée, finalement, hein, parce que tu peux sortir un peu de la norme qui dit, voilà, je prends 4 lames blanches ou 4 surfaces, et plus jouer là-dessus, quoi. Bon, on va pas... s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette session. Donc, vous avez vu que... Myriad est un géant américain, voilà, grand, on peut dire, etc., grand laboratoire. Mais en fait, ce qu'on a présenté ici, c'est que des solutions qui sont faites en France, hein, donc une décentralisation des solutions, et qui peuvent être faites donc dans notre pays dans des structures françaises. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à noter, parce que on l'a vu pendant la crise Covid, c'est mieux d'avoir un maximum de choses auprès de chez nous, puis ça réduit les temps, et on a plus de souplesse aussi. Voilà. Et puis des perspectives intéressantes dans 3 grands cancers, sein, prostate et ovaire. Rémi, j'étais étonnée que Rémi Salmon ne pose pas de questions. Je me suis dit peut-être qu'il est malade, mais non. Non, c'est pas une question, mais ce qui m'a paru extrêmement intéressant dans votre présentation, là, cette dernière présentation, c'est l'importance du pré-analytique. Et le pré-analytique, donc c'est pas une question, hein, c'est un commentaire. Ici, c'était une société de chirurgiens, et j'ai bien aimé... Chirurgiennes. Et de chirurgiennes, pardon, excusez-moi. Mais l'histoire du vendredi soir, par exemple, et de la qualité du prélèvement, et du prélèvement qui traîne sur la paillasse, j'ai l'impression que depuis le début de ma carrière, c'est toujours la même chose. Et comme en plus on est dans du cancer, c'est des tumeurs qui sont hétérogènes. Donc la définition, c'est l'hétérogénéité. Donc on essaie de faire rentrer l'hétérogénéité dans un petit canal d'homogénéité pour l'analyse. Mais vraiment, l'importance de cette période préanalytique, je me souviens même que notre maître à tous, Moïse Damer, avait fait un jour à Saint-Paul une session spéciale sur le préanalytique. Voilà, donc tu vois, c'est pas une... Non, mais tu as raison d'insister là-dessus, parce que nous, c'est notre souci constant, et c'est un truc qu'on maîtrise pas. Donc voilà, on doit faire avec. Bon, on va arrêter ici. On avait commencé avec du retard, hein, je voudrais dire, juste pour quand même, voilà. Mais du coup, on a bien tenu notre créneau, puisque on a tenu notre créneau. Je vous remercie de votre présence. Je remercie les orateurs, et je remercie Myriad de nous avoir permis d'avoir cette réunion.